Une question pour Monsieur Blanc. J'ai vraiment été très intéressé par ce destin de la mémoire de ce personnage. Est-ce que les deux manuscrits qui sont à charge contre lui, si j'ai bien compris, parlent beaucoup de la peste, ou est-ce qu'on s'étend plutôt sur ses affaires matrimoniales et financières? Ce sont des petits documents qui ont été retrouvés par par Robert Potet au musée Arbaud à Aix. Et donc non, c'est vraiment, c'est un texte qui est très court, mais qui est fait pour démolir complètement, parce que, alors il y a eu des problèmes après la peste, je l'ai pas dit là parce qu'on n'avait pas le temps, mais les échevins, bon, la ville a été endettée dans des proportions absolument considérables, le régent a envoyé de l'argent, mais enfin ça représentait pas grand-chose, mais les échevins se sont mis en tête d'indemniser quand même les gens qui avaient dépensé beaucoup d'argent. Et donc ils ont gérer un petit peu le problème de l'indemnisation de ces gens par les commissaires de quartier. Alors lui, on s'imagine que commissaire du quartier de Rive-Neuve, il a dû voir arriver des gens les gens étaient souvent furieux parce que, évidemment, on les a jamais indemnisés à la hauteur de ce qu'ils avaient. En plus, l'argent s'était dévalué. En plus, il y avait des gens aussi qui essayaient de truander un peu en essayant de se faire rembourser des trucs qu'ils n'avaient pas fait. Finalement, les échevins et les commissaires de quartier qui ont géré ça se sont fait beaucoup d'ennemis, et très probablement ça a été la raison d'une espèce de panégyrique de la lettre du marquis, et en réponse, alors là, il y a eu cette furie, quoi. Bien, une seconde question, merci beaucoup. Toujours pour Monsieur Blanc, vous avez tordu un peu le cou à un mythe, parce que assez souvent, on lit dans la littérature que le chevalier rose n'aurait jamais attrapé la peste. Et vous considérez que c'est le cas. Et justement, il est même écrit que c'est parce qu'il était toujours sur son cheval et que les puces ne supportaient pas l'odeur des chevaux. Mais est-ce que vous en savez plus sur ce qui se serait passé dans le Péloponnèse concernant l'épidémie de peste? Est-ce qu'il aurait été vraiment en contact avec les pestiférés ou non? Oui, parce que ça on le sait par l'analyse de la correspondance, parce que Robert Potet a analysé la correspondance et il correspondait beaucoup avec la Chambre de commerce. Parce que la Chambre de commerce, elle payait les consuls et vice-consuls. Et alors, une de leurs fonctions, c'était aussi le rachat des esclaves et le rachat des prisonniers. Alors là, c'était terrible parce qu'il rachetait le prisonnier sur son argent à lui, et puis après, il fallait qu'il écrive à la Chambre de commerce pour se faire rembourser. Alors ça marchait bien quand on arrivait à tout... Enfin, c'était lent, mais que c'était des esclaves ou des prisonniers français. Mais très souvent, c'était des faux esclaves qui étaient des Italiens, enfin des Vénitiens, qui n'avaient pas le droit de commercer avec la Turquie. Donc ils se disaient on est français, et donc Nicolas Rose les achetait, et puis il se rendait compte que, et donc un peu c'était entre guillemets pour sa pomme. Voilà. Mais sinon la peste, oui, parce qu'il en parle dans ses correspondances, elle existait, elle était endémique là. Donc il a vu comment les gens se protégeaient avec des sortes de toiles enduites un peu des toiles cirées, en fait des choses comme ça. Ils essayaient d'éviter ça, et très, très certainement ça lui a rendu service dans une pratique de cette maladie terrible, quoi. Merci beaucoup. Peut-être avant de revenir, Michel, sur aussi les causes de la peste de Marseille, c'est-à-dire pourquoi diable cette cargaison a-t-elle été vendue à la foire de Beaucaire alors qu'elle aurait dû être évidemment enfin en tout cas détruite, il me semble. Donc peut-être on reviendra, mais pour faire le lien aussi sur ce regard porté à la peste noire, donc aux temps médiévaux. Monsieur Touati, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette idée qu'en plein Moyen-Âge, finalement, c'est tout un dispositif étonnamment moderne qui va se mettre en place? Et est-ce qu'on peut peut-être donc établir un continuum avec l'idée que justement à l'époque moderne, on est passé d'une conception de la santé qui était peut-être plus individuelle, intime, ou en tout cas en transcendance religieuse, à l'idée de la santé comme bien public, et qu'il s'agit là de gérer de manière collective. Est-ce que vous pensez qu'on peut établir ce continuum de bouleversement et de révolution successives? Oui, tout à fait. Il y a une chose qui me frappe en réalité, c'est qu'un certain nombre de mesures
sont sous-jacentes dès le XIIIe siècle, avant même l'arrivée de la peste. C'est ça qui est très curieux. C'est-à-dire que vous venez d'évoquer la notion de bien public, de bien commun à travers la population. C'est une idée de saint Thomas qui a été notamment promue par les écrits de saint Thomas d'Aquin dès le XIIIe siècle. L'utilité commune, c'est un point important. Les mesures sanitaires urbaines, par exemple, sont déjà en place dans les cités italiennes pionnières, à Pise, par exemple, dès le début du XIIIe siècle. Toute une série de règlements, des médecins appointés également par les communes, des médecins publics en quelque sorte, apparaissent également à cette époque. Les premières mesures également d'assainissement, si l'on peut dire, sont prises, de rénovation urbaine, de pavement des chaussées, etc., etc. Donc, je suis assez frappé par le fait qu'il y a une espèce d'anticipation que j'ai du mal à qualifier, qui est presque un petit peu inconsciente quelque part, comme si quelque chose allait arriver, mais voilà, enfin, ça c'est de la téléologie, évidemment, donc on peut le savoir qu'après, mais en réalité, ce qui me paraît, la persécution, la peur des épidémies, persécution des juifs, alors ça c'est un autre syndrome, persécution de recherche de boucs émissaires, de malades, de juifs, de lépreux, etc. On voit des manifestations violentes, à partir des années 1320, 1321 en particulier, dans le royaume de France, entre autres, pas exclusivement, en Allemagne aussi. Donc c'est assez curieux de voir ces prodromes en quelque sorte. Moi, ça me frappe et j'ai absolument aucune explication particulière. Maintenant, en ce qui concerne l'éruption de la peste noire, il est clair que, si je vous m'autorisez une expression familière, elle a enfoncé le clou. C'est-à-dire que toute une série de dispositifs qui étaient en germe, eh bien, ont trouvé d'une manière à s'épanouir. Et ça, c'est frappant. Voilà, on est vraiment dans une phase au XIVe siècle qui est celle, excusez-moi, c'est une formule connue, courue. On est dans la phase de jeunesse de l'État moderne. Et je pense que dans cette modernité, la menace quasi permanente de la peste a conduit à des formes de la police, P-O-L-I-S, de la cité en général, donc de la politique, et voire même jusqu'à peut-être imposer une forme de monarchie absolue à partir du XVIIe siècle, qui était peut-être nécessaire, que Michel Foucault, on le sait aussi classiquement, a associé au grand enfermement, à la création des hôpitaux généraux, etc., etc. Alors, je ne sais pas s'il faut y lire quelque chose d'avenir nous concernant actuellement. Je pense que les comparaisons sont assez compliquées également, parce que je l'ai entendu tout à l'heure dans les communications, les comparaisons, on est quand même sur des chiffres tout à fait différents. J'espère que nous serons préservés d'un grand cataclysme, bien sûr, mais on est actuellement sur des chiffres qui sont… moi, si je m'en réfère aux bons auteurs marseillais en particulier, pour Marseille, 100 000 habitants au début, quand le Grand Saint-Antoine est arrivé, et puis un an à peine plus tard, 50 000. Donc, à l'échelle d'une cité, c'est quand même extrêmement important. Et je crois qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes mesures. Aujourd'hui, on est passé dans une société, j'allais dire, très, très sécuritaire, en fait, par rapport même à toutes ces mesures où les choses étaient acceptées, j'allais dire, avec beaucoup plus de fatalité. Enfin, voilà, je divague peut-être un petit peu, mais on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons, mais comparaison n'est pas forcément toujours raison. Merci beaucoup, merci. Mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de réfléchir conjointement à ce que nous apprennent les études des épidémies du passé et bien sûr à l'expérience que nous en faisons actuellement. C'est, je pense, dans tous les esprits. Donc, merci beaucoup aussi de nous livrer, fort de vos connaissances, vos propres réflexions en la matière. Est-ce que, oui, Monsieur Blanc, je vous laisse. C'est un petit commentaire et une question à Monsieur Goury que je félicite pour cette communication vraiment passionnante. C'est que je pense avoir compris ce que j'avais pas trop compris, c'est-à-dire quand la patente était brute, on expédiait le bateau, la cargaison à Jars. C'est ça. Mais je me disais, et l'équipage? Et là, d'après ce que j'ai compris, ils vivaient sur place, ils vivaient sur le bateau, puisqu'il y a le fameux capitaine qui a brûlé le bateau, il venait ravitailler l'équipage, c'est ça? Alors, il faut faire un distinguo. Il y a 3 types de quarantaine. Il y a la quarantaine des marchandises qui se font à la Joliette, aux infirmeries, pas de problème. Vous avez la quarantaine des passagers qui se font immédiatement à l'arrivée du bateau.
Le 25 mai, le bateau est arrivé, les passagers sont rentrés faire quarantaine tout de suite. Et après, vous avez l'assimilation entre équipage et navire, qui fait quarantaine d'abord à Pomègue. Il a encore un mort et on va mettre le bateau dans la petite anse qui se trouve à côté du port de Pomègue. Le port de Pomègue est séparé en deux. Donc on l'isole. Il y a un premier acte d'isolement du bateau. Ensuite, les bateaux qui ont une patente brute, c'est-à-dire qui ont eu à bord des morts ou qui viennent d'un endroit où il y a susceptibilité d'avoir la peste, à ce moment-là, on aurait dû vont directement à l'île de Jard. Vont directement, ce qui s'est rarement fait. Moi, j'ai regardé les archives de l'île de Jard, les bateaux qui se trouvaient là-bas, il y en a très peu. Donc, normalement, le Grand Saint-Antoine aurait dû partir directement sur l'île de Jard et dès le 25 mai. C'est ce qui ne s'est pas produit. En revanche, tout de suite après, il y a eu un matelot qui est mort, le 26 mai, des portefaix. On a commencé à avoir peur. Il a fallu que l'on... d'abord, on va essayer de sauver la cargaison. C'est l'histoire, je ne dirais pas la magouille, parce que j'aime pas ce terme, même si on est à Marseille. Mais on veut sauver la cargaison, et de ce fait, on va maquiller la déposition du capitaine. Il y a des surcharges qui ont lieu. Et ces surcharges ont lieu à peu près fin mai, début juin. À un moment, on voulait sauver. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a négligence des intendants. Et ensuite, le Grand Saint-Antoine, on a décidé qu'il aille faire sa quarantaine à l'île de Jard. D'abord, il refait une quarantaine à Pomègue, et puis après, il va partir à l'île de Jard. Mais à bord du bateau qui fait quarantaine, on a le navire qui fait quarantaine, on a l'équipage qui fait quarantaine, et nous avons également le capitaine. Parce que le capitaine, on l'a complètement oublié. On sait qu'il va être enfermé à partir, je crois, du mois de juillet, mais jusqu'au mois de juillet, il est à bord du bateau en train de faire quarantaine avec son équipage. Après, dès que la seconde quarantaine est terminée, le bateau va partir à l'île de Jard. Le capitaine, on pourra le prendre et l'enfermer au château d'If. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, parce que là, oui, je savais, la cargaison était perdue, elle était exposée sur l'île de Jard, mais je me demandais où passait l'équipage. Mais l'équipage, il est solidaire du bateau, il restait sur le bateau. L'équipage, si vous voulez, se trouve à bord du bateau, et on le sait grâce à des textes, puisque au mois de juillet, le bateau va être tiré et amené à l'île de Jard. Et puis il y a des volontaires, membres de l'équipage, qui vont être présents pour pouvoir amener ce bateau en quarantaine à l'île de Jard. Donc on a une série. Donc on sait que l'équipage y va. Ensuite, une fois que qu'il a fait sa quarantaine, le régent décide de le brûler. Jean-Jacques de Gérin, le lieutenant de l'amirauté, va venir interroger les membres de l'équipage. Il va les interroger sur l'île, puisque lui, il fait la navette entre Cassis et l'île de Jard. Il n'a pas voulu rester à bord d'un bateau, il avait le mal de mer. Donc il va interroger les membres de l'équipage et il va interroger également les portefaix qui ont amené les marchandises sur l'île. Il ne faut pas oublier que nous avons à ce moment-là un bateau, un équipage qui attendent, et que sur l'île, on a des marchandises. On va donc vérifier les marchandises. Si ce que l'on met sur l'île correspond à ce qui est parti ou à ce qui est arrivé de Marseille à Marseille, donc on fait un recollement ensuite. On va brûler ces marchandises sur l'île. Moi, j'essaie de retrouver l'endroit, puisqu'à un moment, on voulait faire une infirmerie sur l'île. On a les constructions qui ont été commencées par un maître pierrier. Et puis, on va les brûler. Donc, on les brûle avant le bateau. Le bateau, il va être brûlé le 26 septembre. Les membres de l'équipage, il faut en faire quelque chose. Ils vont rester sur l'île pendant un certain temps, dans des conditions épouvantables. Et après, ils vont terminer leur quarantaine aux vieilles infirmeries avant de rentrer dans Marseille. Une question pour Monsieur Toiti. Vous aviez parlé des ordonnances à partir de 1348, si j'ai bien compris, partout en Europe, qui mettent en avant la valeur du travail. Et ça a été un peu rapide. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur cet aspect de la modernité liée à la peste? Oui, il y a tout un arsenal d'ordonnances royales qui sont prises à partir de 1349 avec Édouard III en Angleterre, Alphonse IV
au Portugal, Alphonse IX, pardon, au Portugal, Jean le Bon en France et Pierre II de Castille en 1351. Leur texte est assez curieusement similaire. Il consiste à encourager la protection des travailleurs, à encadrer justement également les modalités même de leur travail. On les appelle les laboureurs. Hein. Laboureurs, c'est des gens de labeur, en fait, hein. Toute la main-d'œuvre qui devient extrêmement précieuse et on encadre leur exercice à la fois sur le plan du salaire, de la surveillance, du contrôle, de la durée de travail. C'est, comme l'a dit Robert Castex, le début de la question sociale, en quelque sorte. C'est un phénomène tout à fait passionnant. Et en même temps, les oisifs, les caïmans, comme on dit aussi, ceux qui quêtent. Un caïman, c'est ceux qui quémandent, en fait, hein. C'est pas les crocodiles, c'est ceux qui quêtent, mais il y a peut-être une assimilation entre population, classe laborieuse, classe dangereuse, a-t-on pu dire au XIXe siècle. Il y a le début de cette surveillance, de cette crainte, de populations qui seraient insaisissables, de populations qu'il faut également assister. C'est assez intéressant. L'idée d'une assistance qui doit être distribuée aux citoyens de la cité proprement dite, aux paroissiens qui sont recensés. Et dans certaines villes importantes, à partir de la fin du XVe siècle, on assiste à des cérémonies où tous les mendiants sont priés de se faire connaître et de se placer dans une sorte de revue, de monstre, hein, pour contrôler qu'ils sont bien régulièrement ressortissants de la ville et qu'on peut à la fois les soigner, qu'on peut à la fois qu'ils ont à la fois le droit également de pouvoir se rendre dans les hôpitaux qui sont financés par les villes, par les collectivités, et on chasse les autres. On chasse les populations indésirables. Donc c'est assez intéressant de voir la façon, enfin intéressant, tristement intéressant de voir la façon dont le tri peut se faire et qui participe, j'allais dire, d'une vision qui se sanitarise, si vous m'autorisez ce néologisme, de plus en plus, hein, de la société, qui s'aseptise en quelque sorte de cette société et de ce cadre urbain, avec une délimitation aussi de plus en plus nette entre l'urbain et le non-urbain, c'est-à-dire ce qui relève de l'intérieur des murs, hein, en quelque sorte, même si on fait abattre curieusement et paradoxalement les enceintes, pour que la ville soit ouverte, pour que l'air circule. Là aussi, c'est la gestion même de l'environnement. Mais en même temps, il y a un contrôle de police qui est accru, et qui est accru à la fois sur le travail, sur l'assistance. La notion d'économie collective me semble s'instiller de plus en plus dans la société. Et donc, je crois que tout cela forme un tout, hein, c'est-à-dire que l'impact de la maladie, on le voit aujourd'hui, alors là on peut faire la comparaison, hein, l'impact des maladies en général, mais dans le cas de fléaux collectifs ou plus collectifs, eh bien, marque durablement la société dans toutes ses formes, y compris ses formes matérielles, la distribution de l'espace. Tout cela résonne, hein, l'un avec l'autre. Et les thérapies aussi, je pense que c'était un petit peu l'objet de ma conclusion, que de penser que les graines de paradis, le paradis qu'on cherche dans les grandes découvertes, il est également lié à cette obsession, on peut dire quand même, hein, une obsession du salut, hein, le mot est le même en latin, le salut spirituel, bien sûr, mais également la santé, salus, la santé, la bonne santé. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Une dernière question à M. Goury. Patrick Mouton disait que tout ce qui était récupérable sur le Grand Saint-Antoine aurait été récupéré, et vous avez trouvé beaucoup d'artefacts. Qu'en est-il réellement? Alors, je me suis posé la question. Un bateau brûlé, on ne trouve pas grand-chose en vérité. On n'a pas trouvé grand-chose. Alors, où c'est passé? Alors, quand on a brûlé le bateau, il est bien certain qu'on a enlevé
tout ce qui pouvait être récupérable, tout ce qui était à castillage récupérable. C'est-à-dire que par exemple, le safran, on l'a jamais retrouvé. Tout ce qui était cuivre et bronze, on n'a jamais retrouvé. On ne trouve que tout ce qui est ferraille, si je peux dire, puisqu'il y a eu beaucoup de concrétions. C'est un bateau, quand on l'a découvert, qui semble nu, en dehors que quelques oublis. Je vous ai montré le sommet, moi j'ai pas eu le temps de le dire, le sommet de l'Encrier, de l'écrivain de bord, qui était le cousin germain de Jean-Baptiste Château, parce qu'après il y a toute une histoire derrière. Il y a peu de vaisselle, et il y a ces fameux sacs de cendres qui m'ont interpellé. Alors je me suis interrogé, je me suis dit, mais le bateau, quand on l'a découvert, quand on a mis au vu et au su de tout le monde cette découverte, les plongeurs locaux m'ont tous dit « mais je le connais, j'ai plongé dessus ». Mais vous savez qu'à l'époque, j'appelle pas le mot pillard, je préfère le mot collectionneur. Les plongeurs étaient quelquefois des collectionneurs. Je suis persuadé qu'à Marseille, vous avez un certain nombre de plongeurs qui ont des objets de Grand Saint-Antoine. Parce qu'il n'est pas normal que ce bateau soit aussi dépouillé. Il n'y a pas grand-chose. Alors maintenant, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse refaire les fouilles. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai fait des fouilles il y a 40 ans, avec une technique qui n'était pas très élaborée. On bidouillait à l'époque. Je suis persuadé que maintenant, si on refaisait des fouilles, on pourrait découvrir d'autres éléments, à la fois des artefacts nouveaux et concernant l'architecture navale. Merci beaucoup.